Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'Agora Moderne, l'espace où les idées façonnent l'avenir. Je suis Mardocha Adjei, architecte, étudiant en commerce, entrepreneur. Ce soir, avec nous, nous avons des interlocuteurs avec qui nous allons décrypter, analyser et critiquer les dernières actualités du moment. Nous avons Nsa Atoblan. Salut Mardoché, j'espère que tu Salut vas bien. Nsa, comment tu vas? C'est un plaisir en tout cas d'être invité à nouveau sur ton plateau. C'est Voilà. super. J'ai suivi l'interview hier avec Julien Thiam. On va en parler d'ailleurs. D'accord, C'était super. merci. À côté de Nsa Blanc, nous avons Samuel Dako. Étudiant en assistanat administratif, Samuel Dako est présent avec nous. Bonsoir Samuel. Bonsoir Mardoché. Comment ça va? Ça va chez toi? Ça va, super. Et avec la troisième personne à la table, Yann Comenant, expert comptable, qui est avec nous sur la bannière du code de l'équipe qui soutient Jean-Loup Billon au présidentiel. Malheureusement, on devrait avoir un débat entre le RHDP et le code qui n'a pas pu avoir lieu, faute de déclinaison du RHDP. Nous avons Yann Comenant. Bonsoir Yann. Bonsoir Mardoché. Comment ça va? Très bien. Et toi? Ça va, super. Alors, ce que nous allons faire, nous allons décrypter l'actualité politique des derniers moments, en passant en revue la dernière sortie de Laurent Gbagbo, de Tidjane Thiam, et nous avons une news toute fraîchement sortie, Abidjan.net, qui fait fuiter les résultats du jeu électoral des élections du 25 octobre 2025. Nous allons en discuter juste après la première séquence. Après ce long combat que vous avez mené, vous avez 80 ans aujourd'hui. La prochaine élection présidentielle, normalement, c'est dans 5 ans, donc vous aurez 85 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin, que c'est la retraite pour le président Laurent Gbagbo? Il n'y a pas de retraite en politique. Donc je n'irai pas à la retraite. Mais je m'interdirai d'occuper des fonctions politiques, aussi bien à l'intérieur de mon parti, où je serai plus président, qu'à l'extérieur, que dans l'État. C'est-à-dire, on ne peut plus imaginer le président Laurent Gbagbo candidat à une présidentielle, par exemple, Non, à non, 85 non, ans. non. Vous savez, ailleurs, on a vu ça, hein, il y en a qui ont 93 ans, qui sont Oui, candidats. mais c'est leur choix. C'est leur choix. Ce n'est pas le mien. Alors, Laurent Gbagbo signifie qu'il n'y a pas de retraite en politique et qu'il sera toujours présent dans la politique, mais il va s'interdire en fait d'occuper des postes ou des fonctions politiques. Déjà, j'aimerais avoir vos impressions tout en chacun. Je vais commencer par toi, Ansa Blanc. Bon, c'est une annonce qui, pour certains en tout cas, en regardant en fait, en observant la plupart, une bonne partie des Ivoiriens, certains Ivoiriens saluent cela comme un départ à la retraite. Mais connaissant le personnage de Laurent Gbagbo, il faut faire très très attention. Hein, très attention. C'est clair qu'il y a le poids de l'âge, il y a la réalité, hein, il y a des contraintes physiques qui font que. Mais annoncer comme ça une retraite politique, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que déjà officiellement, le calendrier du congrès du PPACI est prévu normalement pour 2026. Pour 2026, il faut que ce soit déjà confirmé. Et par la suite, on avisera. Mais pour moi, naturellement, Laurent Gbagbo, il prépare une succession. Et je pense qu'au-delà de l'aspect national, certainement, il embrassera plutôt un volet, soit continental, et puis par la suite, il se retirera. Il avait dit, hein, je me rappelle à la création du PPACI, il avait dit comme ça qu'il n'y a pas de retraite en politique. Lui, il fera la politique jusqu'à la mort. Maintenant, occuper un poste officiel en Côte d'Ivoire, c'est compréhensible, et puis ça va avec actuellement l'actualité. Mais attendons déjà de voir le congrès pardon, du PPACI prochain, pour qu'il puisse déjà se retirer au niveau de la présidence du PPACI. Sinon, je pense qu'il peut avoir pas mal de surprises et de bouleversements. On en parlera par la suite. Est-ce que tu penses que c'est une stratégie juste ou on est vraiment dans l'affirmation du retrait en fait de Laurent Gbagbo? Je pense qu'en fait, les gens, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Il n'y a pas une insistance hein, lors de l'interview en ce qui concerne un retrait. Hein. On avait Alain Foucault qui a posé, je crois, à 2 reprises, et a évoqué à 2 reprises cette retraite dès le départ, je crois, à l'entame de l'interview et à la fin. Je dirais que c'est plutôt les Ivoiriens en majorité, hein. Que ce soit le parti au pouvoir, des personnes qui ont eu aussi à collaborer avec Laurent Gbagbo, une catégorie aussi intellectuelle de la population ivoirienne qui souhaite un retrait
d'accord, de ces personnes-là, c'est-à-dire, bon, Ekonan Bédié nous a quittés, Ouattara et Gbagbo, donc qui ont insisté sur le retrait de Laurent Gbagbo. Enfin, Laurent Gbagbo décide de partir. Mais non, pour l'instant, Laurent Gbagbo, il est toujours dans les jeux, hein, il est dans le Front commun, et il est président du PPACI, donc je pense qu'il ne faut pas s'emballer, il faut attendre, et puis nous aviserons par la suite. D'accord. Rien n'a encore joué pour moi. Yann? En fait, pour moi, comme Laurent Gbagbo le dit, il n'y a pas de retraite en politique. La politique, ce n'est pas des postes qu'on occupe, mais on peut se retirer des postes. La politique, c'est une science. Laurent Gbagbo, en fait, par son message, nous explique qu'il se déplace. Il va de la position de personnes qui influencent la politique en prenant des positions, exemple, président du PPACI, à une personne qui a une position d'influence. À un certain âge, avec l'expérience qu'il a, il n'est plus apte à diriger comme il faut diriger. Comment ça, il n'est plus apte? La nature est ainsi faite. Apte dans quel sens? Au niveau de la lucidité, au niveau du corps? Au niveau du corps, forcément. On le voit quand il marche. Il n'est plus apte à prendre des coups politiques. Il n'est plus apte à avoir le courroux de sa position, prendre des décisions. On ne voit pas Laurent Gbagbo en train de faire quelque chose ou une manifestation ou prendre une décision qui peut mettre sa vie en péril. Est-ce que ça, c'est pas préparer une stratégie? Je pense que c'est préparer une stratégie de relève, en fait. Parce que dire comme ça, il n'y a pas de retraite en politique, ça, son message a deux sens, en fait. Il affirme qu'il n'y a pas de retraite, et ensuite il dit je me retire, je prendrai plus de fonctions officielles. En fait, Laurent Gbagbo est en train de nous montrer qui coachera des personnes, c'est ce que je pense. Hein. Après, on saura. En politique, on se dédie tout le temps. Il coachera des personnes, il sera à l'arrière d'une nouvelle génération de politiciens qui poussera à avancer, en fait. Là, maintenant, il a une place d'influenceur. Et Gbagbo, qu'on le veuille ou pas, vu son nom, vu son aura, vu son histoire, il influence la politique depuis des décennies. Depuis que moi je suis né, je connais le nom de Laurent Gbagbo, il s'en m'a toujours influencé. Et là, au lieu d'être partie prenante, il devient acteur, mais acteur de, je dirais pas de second plan, parce qu'avec lui, il n'y a pas de second plan. Il devient acteur dans l'esprit. Laurent Gbagbo quitte le corps de Laurent Gbagbo et les positions de Laurent Gbagbo pour devenir un esprit. C'est ce que je pense. D'accord, c'est noté. Samuel? D'accord. Pour moi, comme il a dit, c'était plutôt un souhait. Voilà. Il souhaite quitter l'arène politique avec ses fonctions de président. Voilà. Il ne dit pas qu'il quitte la politique en allant se coucher à Mama. Non. Il souhaite quitter la politique avec son poste de président, mais n'empêche qu'il sera au sein de son appareil politique pour travailler, pour continuer à influencer la politique ivoirienne. On a eu cette habitude de le dire, Gbagbo, c'est un génie politique. Un génie, on ne le voit pas, n'est-ce pas? Voilà. Et donc là, il continuera à planer dans la sphère politique, dans la gauche. Je pense que son retrait sera plus au plan organisationnel de la gauche, pour moi. C'est-à-dire la personne de son piédestal, de là-haut, qui essaie d'organiser cette gauche-là avec toutes les fractions qu'il y aura. Alors, dans ce sens, tu rejoins Yann, qui signifie que lui, il se positionne en tant que coach, en fait, en tant que manager. Il va juste manager ses éléments. Non, il a fini en tant que coach, il viendrait président du club, si tu veux. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Là, je pense que ça va plus parler aux Ivoiriens. Ouais. Là, il vient pour diriger maintenant la gauche. Il ne dirige plus un parti où il va pas. Moi, pour moi, il va plus se limiter au PPACI. Il va aller, avec sa vision, influencer les Ivoiriens par sa position et aussi l'Afrique de l'Ouest. Pour ne pas dire l'Afrique tout entière. Voilà. Déjà avec son idée de conquérir, d'aller dans l'AES. Après, comme il a dit, le brouhaha, là. Voilà. Aller dans l'AES, voir les dirigeants de l'AES. Donc là, il y a une démarche pour moi de chef. Voilà. Gbagbo Laurent revient en tant que chef de la politique en Côte d'Ivoire. D'accord, voilà. Ça s'entend. Alors, moi, j'ai une question assez utopique. Est-ce qu'on peut s'attendre ou on doit s'attendre à un retrait
de toute cette catégorie de personnes assez âgées. Quand j'entends là Alassane Ouattara, Akossi Benjo, ces personnes-là qui ont été là au début et qui sont là jusqu'à présent, est-ce que utopiquement, on peut s'attendre à un moment que ces personnes-là prennent leur retraite, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de retraite en politique, mais s'écartent un peu de la scène politique? Je vais commencer par toi, Yann. Ah ouais, ça c'est un sujet c'est une partie qui me plaît en fait. Ça c'est un sujet qui me fascine parce que dans toute chose, il y a la relève de génération. On a eu affaire, moi je suis du PDC-IRDA, j'aime le président Bédié plus que tout, mais on a eu affaire à 3 personnes qui nous ont proposé de la politique depuis qu'on est né. Depuis qu'on est né, chaque année d'élection, on a soit le choix entre le programme de M. Laurent Gbagbo, entre le programme de M. Ouattara ou le programme d'Henri Konan Bédié. Et quand le président Bédié est décédé, je me suis dit, c'était triste en fait, mais je me suis dit, bon, en même temps, il y a, comme on le pense en Chine, hein, il y a, dans un malheur, il y a une opportunité. C'est peut-être la fin d'une ère, en fait. C'est la fin d'un cycle. Okay. De l'après Houphouët-Boigny. C'est la fin de cette politique qui nous a marqués pendant des années. Parce que qu'on le veuille ou pas, ces 3 personnes-là représentent certes l'espoir, mais elles représentent les années pour lesquelles on a beaucoup souffert dans le pays. Eh bien, en disant, par exemple, que le président Gbagbo se retire, ça a encouragé M. Ouattara aussi à se retirer. Qu'on le veuille ou pas, 2025, c'était leur barreau d'honneur. Qu'on le veuille ou pas, parce que la nature est comme elle est. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire est de 57 ans. M. Laurent Gbagbo en a 80, M. Ouattara en a 84. Et donc, ils sont au-delà de l'espérance de vie. Si on prend des statistiques, selon nos statistiques, hein, c'est déjà un record pour eux d'avoir été là jusqu'à cet âge. Et donc, je pense que c'est la place qu'ils devraient avoir, que ces personnes de cette génération devraient avoir et qu'on a besoin d'un passage à une nouvelle génération. Et ça, c'est ce que je pense. D'accord. Vincent ? C'est un sujet que j'aime pas trop aborder parce qu'il n'y a pas de logique dans ce qui se dit. Il faut comprendre que le renouvellement en fait, d'accord, de la classe politique en fait, en Côte d'Ivoire n'est pas pensé par les Ivoiriens. Le problème, c'est qu'on est beaucoup influencé dans nos manières et nos habitudes politiques de l'Occident. Vous remarquerez qu'il était plus commun d'avoir, par exemple, des leaders politiques, même en Occident, qui avaient 80 ans aussi. On a eu Mitterrand, on a eu Helmut Kohl, on a eu plein de personnes. Mais on a même Biden. D'accord ? Et puis, depuis un moment, je pense que depuis l'arrivée de la génération Obama, d'accord, la génération Obama, on trouvait des chefs d'État plus jeunes, plus aptes. C'est devenu une tendance. Pour moi, ce n'est pas un argument politique. La politique, c'est la lucidité. En politique, il faut être lucide, quel que soit l'âge. On peut avoir, bien évidemment, des contraintes physiques qui font. Mais ce n'est pas... La politique, ce n'est pas un homme. Et c'est ce qui est dommage. Et c'est ce qui nous cause des problèmes réellement en Côte d'Ivoire, par exemple, ou même en Afrique. La politique, c'est une équipe. C'est une ossature. Vous verrez dans certains pays, par exemple les pays helvétiques et autres, vous n'allez quasiment pas voir le président. Mais vous allez voir des ministres qui sont plus actifs que le président. Mais derrière, il y a un chef d'orchestre. Donc, il faut faire attention. Moi, je ne suis pas pour un renouvellement qui est automatique, qui est souhaité. On a besoin aussi des plus anciens. On a besoin aussi de la nouvelle génération. Ce qui pose réellement problème en Côte d'Ivoire, c'est le passage de témoins. C'est-à-dire le passage de témoins. On ne l'a jamais fait. Même, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas pour habitude de son vivant de désigner son successeur politiquement. Est-ce que c'est pas un peu la faute à notre culture? Moi, je suis à Caen. Moi, je suis à Caen, par exemple. Je les à Caen. Oui, on ne choisit pas son successeur en fait de son vivant. Je le suis. Est-ce que c'est pas la faute de notre culture, de nos Moi, d'abord, je vais répondre à une chose, par exemple. Je n'ai pas terminé. Mais... Bah, vas-y. Non, mais réponds, ça me permettra de répondre. Vas-y, Yann, vas-y. Non, mais vas-y, ça me permettra de rebondir. Tu disais, en fait, moi, je ne demande pas à ce qu'on change une génération parce qu'elle est âgée, forcément. Non, c'est un argument, en fait, d'accord, que moi, j'entends depuis à peu près 10 ans en Côte d'Ivoire. Ces vieux-là nous fatiguent. Dans le subconscient en Côte d'Ivoire, ces vieux-là nous fatiguent. À cause de ces vieux-là, on a eu des problèmes. Il faut que ces trois parts. On a même eu à Salé Tiemoko. Depuis longtemps aussi. On a même eu à Salé Tiemoko qui voulait aussi faire une proposition de loi et il avait évoqué sur des plateaux télé une proposition de loi pour que ces 3 personnes ne se présentent plus aux élections. Pour qu'on n'ait plus, on n'ait plus de crise post-électorale.
Parce que, et ça, je te le dis, hein, dans l'intelligentsia ivoirien, il y a certaines personnes qui en sont convaincues. C'est pas ça le problème en Côte d'Ivoire. C'est quoi le problème? Le véritable problème en Côte d'Ivoire, on n'est pas un État, on ne fonctionne pas comme un État. Il faut le dire. En Côte d'Ivoire, on se choisit des lois, on se dote des lois, on ne respecte pas ces lois. Et ça, tant qu'on ne fera pas cela, on n'aura aucune solution en Côte d'Ivoire. Les arrangements politiques, le fait la justice ne fonctionne pas normalement. J'ai envie de dire, le problème... La police, le Conseil constitutionnel même ne réunit pas les Ivoiriens. La justice doit être indépendante. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où on a l'impression que la justice n'est pas indépendante, est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Justement, je voulais répondre à cela parce qu'il a dit une chose, il y a un problème. Si vous prenez n'importe quelle entreprise, dans les grandes multinationales, selon le code de gestion des multinationales, on doit changer les dirigeants chaque 8 ans. On fait une réélection du board. C'est pourquoi? Pour éviter qu'il y ait les mêmes personnes qui restent à la même place pendant longtemps. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée une familiarisation de ces personnes à l'entreprise. On substitue les personnes à l'entité. Et ces personnes-là deviennent plus fortes que l'entité. Et pour citer Obama, et comme tu disais tout à l'heure, on a besoin d'institutions fortes, pas d'hommes forts. Le fait que ces gens soient restés longtemps au pouvoir, pas leur âge. S'ils avaient commencé à 10 ans, qu'ils étaient là pendant 40 ans, ça aurait mis dans la chaîne combien de générations? Je pense qu'une génération, c'est 4 ans. Je parle avec les traditions ivoiriennes. Les Hébriers font les fêtes de génération, c'est chaque 4 ans. Ça aurait mis 10 générations en retard. Et on a un groupe de personnes qui est là depuis 30 ans. 30, ça fait combien de fois 30, ça fait environ, je pense, un peu moins de 8. Un peu moins de 8. Un peu moins de 8. On aura une génération qui sera là, ça fait peut-être 28 ans, 30 ans qui sont là, 8 générations qui attendent ces personnes pour partir. Et on n'avance pas. Non, alors, je suis désolé, excuse-moi, je suis désolé. Hein. Moi, lorsqu'on regarde le parcours de Laurent Gbagbo, est-ce qu'il a attendu que Oufoué meure? Il a challengé, il a proposé. Il faut proposer. Moi, tout ce que je demande aux jeunes, c'est de proposer. On ne propose pas, on se cache derrière les vieux. C'est exactement ça. Qui voulons bénéficier. Moi, je suis désolé. Il a donné le cas du retrait de Gbagbo Laurent à Kossi Benjo Ouattara. Mais, je suis désolé. Laurent Gbagbo a une idéologie politique. C'est laquelle? Monsieur Ouattara, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, je ne sais pas quelle est ton idéologie politique. Donc, lorsque monsieur Gbagbo... C'est quoi l'idéologie politique de Laurent Gbagbo? C'est insuffler la démocratie. C'est-à-dire la démocratie était sur papier. En tant qu'homme de gauche socialiste, M. Gbagbo a voulu d'abord la redistribution des biens, la décentralisation, ce qui n'était pas fait avant. Tu comprends? Et donc, en tant que socialiste, ou je peux dire un socialiste importé depuis l'Europe, il a essayé de mettre ça dans la situation ivoirienne, en face de M. Houphouët-Boigny. Moi, le reste, je ne sais pas. Hein. Pourquoi tu signifies que Alassane Ouattara n'a pas d'idéologie? Pourtant, le RHDP est un parti de droite. Si tu permets, je rebondis en même temps sur les deux. Parce que M. Comenan, il a dit quelque chose de très important. Il a parlé de la durée. Et moi, j'ai véritablement un problème avec cela. Si votre pays se dote d'accords de textes, tant qu'on respecte les textes, il n'y aura pas de problème sur la durée. C'est clair. Vous avez une constitution. Si la constitution vous dit vous faites 2 mandats, vous finissez vos 2 mandats, vous partez. Le problème, c'est qu'on ne respecte pas la constitution. Et pourquoi? Mais pourquoi? Tout simplement parce que le pouvoir est vu d'une certaine manière. On possède le pouvoir. C'est ce que je vous disais. Normalement, le pouvoir ne doit pas être vu par un homme fort qui est là comme un souverain, un monarque. Moi, le système qu'on a, c'est un système. Cette 5e République, je pense que dans la précédente édition qu'on a eue... 5e République, c'est en France, 3e en Côte d'Ivoire. Oui, non, mais quand je dis 5e République, c'est calqué. C'est calqué. On sait que voilà... Non, mais il faut apporter la précision. Pour rendre la force à De Gaulle, en fait. Félix Houphouët-Boigny est un co-auteur. Voilà, est un co-auteur de cette constitution, discours de Bayeux. Mais je vais dire, ce modèle-là, il faut qu'on le repense. Aujourd'hui, il y a d'autres alternatives, même dans le jeu politique français, qui parlent de démocratie participative. Est-ce qu'en fait, ce système-là, on s'est assis comme citoyen, on a commencé à réfléchir même sur ce système. Le problème, c'est qu'en fait, on caque des systèmes, on se dit, OK, on va vivre avec, on s'accommode avec,
Et puis, on avance dans le billard. Après, il faut signifier aussi qu'à l'époque, on n'avait pas énormément de cadres, en fait, de haut placés, en fait, pour décider ou discuter de tout ça. Tu me diras, jusqu'à 1980, 1975. C'est encore relatif. Hein, voilà, 1975, on avait déjà des personnes. On avait même dans les années 60, je peux te dire, même dans les années 60, on avait déjà des personnes. Le problème, c'est quoi? C'est que on revient à quelque chose d'essentiel. On le disait en off, où on parlait de gauche et de droite. Il faut, en fait, d'accord, avoir une certaine vision endogène de ce que nous sommes. Et ça nous rattrapera, quoi que l'on dise. On parlait de modèle. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici qu'Houphouët-Boigny a eu une politique purement de droite en Côte d'Ivoire? C'est impossible. Parce que Houphouët-Boigny, à un moment, a même agi dans le social, dans les années 70, quand on parlait du miracle ivoirien. Houphouët-Boigny a eu une vision qui était plus ou moins aussi, par moments, de gauche, par certaines actions. Avec les logements, avec les logements sociaux. Mais c'est aussi ça, gouverner. On n'est pas président d'un seul camp ou d'un seul parti. Non. On est président de toute la population, de toute la Côte d'Ivoire. Quand on est président, englobe, en fait, et la droite et la gauche. Quand on est président de toute la population, on vient normalement avec un programme. Voilà, on vient avec un programme. On dit, moi, mon programme, par exemple, il est de droite. Moi, ma vision, c'est l'économie de marché. Je procède ainsi, je procède ainsi. Houphouët-Boigny est resté de 60 à 93. C'est 33 ans de gouvernance, avec toutes les crises qu'on a pu avoir, mais il a essayé de créer quelque chose. Moi, je prends le modèle, je prends les années 70, début 70 à fin 70, que l'on veuille ou pas, on peut apprécier Houphouët-Boigny ou pas, mais il a réussi quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, personne d'autre n'a réussi en Côte d'Ivoire. Des modèles économiques qui ont existé en Côte d'Ivoire. On ne va pas les nommer parce qu'ils n'ont pas fait d'études pour les nommer. Mais je peux vous dire, la dernière fois, je parlais du travail que Henri Konan Bédié, en tant que ministre de l'économie, a fait à l'époque, que beaucoup d'Ivoiriens ignorent. Monsieur Diawara, qui était le ministre du Plan, qui a battu un gros travail. Et Abdoulaye Sawadogo, qui était ministre de l'Agriculture, qui a battu un gros travail. Malheureusement, on n'apprend pas ça dans nos universités et autres. C'est pour cela qu'on a parlé à un moment du miracle ivoirien, parce que des gens ont bossé derrière. Et c'était des Ivoiriens, ils avaient des cerveaux. Mais pour dire quoi, je vais venir sur cette histoire de... Le vrai problème aujourd'hui, c'est ce qu'on subit. Le problème en Côte d'Ivoire, on ne respecte rien. Et pourquoi les gens ne respectent pas la Constitution? Pourquoi il n'y a pas de contre-pouvoir qui peuvent dire aux hommes politiques, bon, là, nous, Conseil constitutionnel, on décide que ce n'est pas possible. Mais parce que c'est pourri, c'est une métastase, c'est une gangrène. Au Sénégal, on a eu le cas du Sénégal. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé au Sénégal. Quand les juges se sont prononcés au Sénégal, est-ce que le ciel est tombé sur la tête des juges sénégalais? Non. Donc, en Côte d'Ivoire, quand je dis, on n'est pas un État, c'est pas une injure. Je suis ivoirien et j'en suis pas fier. Mais si des gens se sont éternisés au pouvoir, c'est parce qu'il y a eu une irresponsabilité de la classe politique, il faut le dire, une irresponsabilité aussi de la part de ceux qui sont les têtes pensantes dans les différentes institutions, pouvoir législatif, judiciaire et autres, et puis aujourd'hui même l'intelligentsia. Je suis désolé, l'intelligentsia, il y a un véritable problème. Donc il faudra qu'on revoie et puis qu'on parle ça. Yann, on va en venir, sinon on va pas avancer, on a déjà passé 30 minutes. Ah ouais, déjà je parle trop, il faut que je m'arrête. Il y a tellement de choses à dire sur ce truc-là. On y va pour la deuxième séquence. Ces gens-là ne vont pas laisser gouverner. Quand vous dites ces gens-là, c'est qui? Mes opposants qui ont pris les armes. Parce que figurez-vous que 2 mois seulement après les élections ont eu lieu le 22 octobre 2000. J'ai prêté serment le 26 octobre. J'ai fait mon premier conseil de ministre le 27 octobre. Le 4 janvier 2001, il y avait les premiers coups de feu contre mon régime, contre moi-même et contre la Côte d'Ivoire. Dans cette deuxième séquence, le président Laurent Gbagbo signifie qu'on ne l'a pas laissé gouverner. Il sous-entend que des forces politiques internes et internationales ne l'ont pas laissé gouverner. Quelles sont vos appréciations par rapport à ça, Samuel? Ça, c'est un fait. Hein. Voilà, malheureusement, c'est un fait. Voilà. Dis-nous tout. On a vu, comme j'aime bien le dire, en Côte d'Ivoire, on n'a pas l'esprit républicain. Pour nous, on a l'esprit républicain du moins à géométrie variable. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, malheureusement, il y a un gendarme qui est décédé. Tout le RHDP. Oh là là, un gendarme est décédé. Oh là là, un gendarme est décédé. Mais il faut dire qu'en 2002, dans un conteneur, des gendarmes, des militaires,
je ne sais pas comment te dire ça, mais une scène macabre. Ceux-là ont applaudi cette rébellion-là. Mais pourquoi je ne suis pas indigné? C'est ce qu'il disait tout à l'heure. La malhonnêteté des hommes politiques, des politiciens en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et donc, Gbagbo Laurent a raison. Lorsqu'on est président, on est déclaré président en octobre-novembre 2000, on prend ses fonctions, tout et tout. Janvier 2001, on est attaqué. Pour quelle raison? On ne sait pas, jusqu'à preuve du contraire. Parce que je ne pense pas que Gbagbo Laurent, en 4 mois, ait créé de la xénophobie, quoi. Ouais. Ça, c'est mon choix. C'est ce que je dis, j'assume. D'accord. Yann, est-ce que donc, tu... Attends, s'il te plaît. Donc là, Vas-y. il a raison. Janvier, on attaque. Après janvier, on arrive octobre 2002. Ça, c'était la plus grande fête. De 2002 à 2010, comment on peut gérer un État lorsque la moitié du temps, on est dans des réunions pour, soi-disant, la paix, pour une certaine paix? Comment on peut fabriquer un pays, où on peut développer un pays dans ces conditions-là? Sachant que dans le nord, là, les recettes ne retombaient pas. Hein. Les recettes étaient calées au nord. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ceux qui étaient pourtant bannis, non, il n'y a rien au nord, mais la recette, là, qu'ils nous fassent le point, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est malhonnête. On va passer. Je vais reparler de ça encore. D'accord, ça s'entend. Yann, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que le président Laurent Gbagbo se dédouane en fait d'un certain bilan ou il remet en cause le système? Au-delà de l'affection que je porte pour le président Laurent Gbagbo, en fait, il faut qu'on se dise la vérité. Le rôle d'un président, c'est de nous assurer la sécurité intérieure et extérieure. Ça, c'est son rôle premier. Quand il échoue, il faut qu'on dise qu'il a échoué. Et tu penses qu'il a échoué à ce niveau-là? Il y a eu la guerre. C'est pour ça qu'on a les services secrets. C'est pour ça qu'on a l'armée. C'est pour ça qu'on nomme des gens qui sont là. On ne peut pas dire, c'est au président de créer. Et ça, c'est son rôle, de créer l'unité nationale. Quand il vient, il jure sur la Constitution. Il dit qu'il garantit l'unité nationale. Et ce qu'il vient de faire, c'est un parjure. Excusez-moi. D'accord. Parce qu'il avait dit qu'il allait le garantir et il dit qu'on ne l'a pas laissé. Oui, on n'est pas dans le monde de bisounours. Et c'est vrai que si tu construis ta maison sans porte et que tu as de l'or dans ta maison, que les voleurs viennent. C'est vrai qu'ils sont voleurs. Là, non, attends, on va aller doucement. Est-ce que tu penses qu'un Ivoirien peut prendre en fait les armes contre son propre pays? Est-ce que toi tu cautionnes cela? Je ne cautionne pas cela, mais il y a des raisons. La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays qui existe dans ce monde. Et même en France, en 1789, ils ont pris les armes, ils ont pris la place de la Bastille contre leur propre pays, contre l'État et l'institution qui était là en ce moment. Ça fait partie de la vie des États. Et c'est à l'État central, l'État de gestionnaire. Là, je ne parle pas avec affection. Si vous voulez ce que je ressens sur cette situation, je vous dirai ce que je ressens sur cette situation. Mais nous sommes en train de parler de principes et d'État. Et il y a l'État central qui doit éviter à ce que les gens puissent faire un coup d'État, puissent prendre des armes. J'ai écouté une fois Toby, qui disait qu'ils ont... Vincent Toby, oui, qui disait, une fois, je ne sais plus où, là, qui disait qu'ils avaient arrêté, quand ils étaient au ministère de l'Intérieur, 149 coups d'État. Ou un truc comme ça, un chiffre micro-blanc. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. C'est leur rôle, en fait. C'est comme un guichet automatique qui ne donne pas de l'argent, qui ne fait pas son travail, on veut le changer, il dit non, c'est parce qu'il n'y avait pas le réseau. Quand on connaît l'homme, le président Laurent Gbagbo, est-ce que tu penses qu'un dialogue n'aurait pas été nécessaire, sachant que durant tout son mandat, il a passé son temps à dialoguer en fait avec ces gens de la rébellion-là? Est-ce qu'un dialogue n'aurait pas été nécessaire? Bon, en fait, je pense que... J'aime à le dire. Hein. La guerre, c'est la politique passe avec la politique passe avec la diplomatie, à partir du dialogue. Et quand la diplomatie échoue, on va à la guerre. Donc, pour juste en fait transcrire ce que tu dis en ce moment, on a l'opposition qui essaie de dialoguer avec le gouvernement, mais ça ne passe pas. Est-ce que toi, tu cautionnerais le fait que l'opposition prenne les armes contre la Côte d'Ivoire, contre le régime en place? Depuis qu'on est en train de parler, je n'ai jamais cautionné une prise d'armes
J'ai simplement dit, et peut-être qu'il faut il faut mettre la cendre sur la tête pour montrer qu'on est contre ça. Moi, je ne sais pas le faire. On est en train de raisonner sur un fait. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Le rôle du président Gbagbo, c'était d'empêcher la guerre. Il ne peut pas dire qu'on ne l'a pas laissé gouverner. Et ça, c'est le fait. Et pourtant, il n'a pas assuré là sur ce Il n'a point. pas assuré. Ça fait partie d'un de ses échecs de la gouvernance. Il n'est pas Dieu. D'accord. Donc, Samuel, les tu voulais rebondir? Non, il a pris un exemple. Il dit lorsqu'il y a des voleurs, donc là, ils sont externes. Mais est-ce que son enfant qui vole son or, là, dis-moi, qu'est-ce que tu allais faire de ton enfant? Moi, je crois vraiment en l'État. Je crois vraiment aux règles et je suis une personne qui Tu as a... pris un exemple simple. Mais Qu'est-ce que tu aurais fait de ton enfant? J'aurais envoyé mon enfant devant les autorités. Non, mais pourquoi tu ne l'as pas tué? Mais c'est... Ok, il faut qu'on Tu explique vois que encore. Non, attends, excuse-moi. Et on Le se truc calme. est tellement simple. Laurent Gbagbo fut attaqué. Mhm. Il prend sa responsabilité d'homme d'État pour dire que ce ne sont pas des personnes externes qui m'ont attaqué, ce sont des personnes internes. Et c'est par manque de sagesse que les gens de l'armée y ont contribué. Qu'est-ce qu'on fait? Venez, asseyez-vous et qu'on parle. C'est tout. Je peux te dire une chose. On n'est pas en train de dire que Laurent Gbagbo n'a pas été attaqué premièrement. On n'est pas en train de dire qu'il n'a pas discuté deuxièmement. On est juste en train de dire que le fait qu'ils disent « on ne m'a pas laissé gouverner parce que je n'ai pas mis de barbelé à ma maison », pourtant j'en avais les moyens et la responsabilité, c'est un peu se dédouaner. Après, quoi. on peut discuter plus Bon, sur ça les va moyens. Ça, tourner en- c'est parce que là, dans Parce le que, débat. en fait, il avait son... On va y arriver, Vincent. En fait, je comprends les deux, mais il faut qu'il cerne le fait de « on m'a empêché de gouverner ». Le « on m'a empêché de gouverner » ne fait pas forcément référence exclusivement à la rébellion. Voilà. Quand vous êtes dans un État, dans une république, quand vous êtes en situation de guerre, tous les partis politiques sont censés être républicains et solidaires au pouvoir d'État. Est-ce qu'on peut me dire ici que les partis étaient solidaires au pouvoir d'État? Non. Même pas. On a eu le G7. Le PDCI, le RDR étaient avec les forces nouvelles. C'est une rébellion. Normalement, une rébellion, quand un parti est républicain, il s'en dissocie. Le problème ivoirien, vous, M. Comenan, vous avez évoqué un aspect militaire. Et l'aspect militaire, on peut en discuter des heures. Parce que l'aspect militaire, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, vous pouvez, je vais citer même une personne qui était invitée ici, je crois lors de sa soutenance, il a écrit là-dessus, Arthur Banga, la Côte d'Ivoire n'avait quasiment pas d'armée. C'est un fait. La loi de programmation militaire qui devait être initiée par Lida Kwasi Moïse n'a même pas été faite avant l'attaque de 2002. On était sous-équipés. C'est un fait. Et actuellement, c'est le PDCI lui-même qui était en majorité à l'Assemblée nationale. Oui, qui a c'est- non, contesté ça. c'est un fait. Mais Ok. je veux dire, je chute rapidement. Chute Parce rapidement. que une guerre, effectivement, le chef d'État est le chef suprême des armées. Et quand tu échoues, tu viens devant la nation, tu dis « j'ai échoué ». Et souvent, dans un État, même quand c'est comme ça, on limoge les personnes qui sont en charge de la sécurité et de la défense. Souvent même, on ne les limoge même pas. Par honneur et principe, eux-mêmes viennent soumettre leur démission. Donc, il y a plein de paramètres. D'accord? Je ne vais pas dédouaner exclusivement M. Laurent Gbagbo. Il a sa part là-dedans. Mais la part aussi, elle est aussi collective. Hein, parce qu'on indexe la rébellion. Mais si on veut aller dans le fond, même les partis politiques, dans leur ensemble, n'ont pas joué franc jeu. Donc, on aurait bien voulu que pendant ce moment, il y ait véritablement, d'accord, une union. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Hein. Union, c'est-à-dire qu'on fait tous bloc, ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Et ça personne n'est surpris. Dans un pays normal qui fonctionne, quand le pays est agressé, tout le monde fait bloc. Tous les partis, quelles que soient les sensibilités, font bloc. Une union nationale contre les agresseurs. Mais en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez vu en 2004, quand les jeunes sont sortis à l'Hôtel d'Ivoire, vous avez vu des partis d'opposition qui ont soutenu cela? Personne. Non. Quand les jeunes ont perdu la vie, vous avez vu des communiqués des partis d'opposition qui ont dit qu'ils sont scandalisés par ce qui s'est passé avec l'armée française? Non. C'était un syndrome ivoirien. Bon, j'espère qu'avec la génération de M. Comenan, les choses vont changer. C'est à son temps. Non. Mais est-ce qu'à cet âge-là, on peut vraiment gouverner? Est-ce qu'on n'est pas vraiment affaibli pour pouvoir gouverner? Non. Non, moi je ne ferai pas ce débat-là parce que gouverner, ce n'est pas courir les 100 mètres tous les matins. Hein. C'est pas ça, gouverner.
Mais il faut avoir une certaine lucidité, quand même. Ah oui. Oh, la lucidité, on l'a, Pas pour tous. peut-être. Mais en tout cas, moi, la lucidité ne m'a jamais fait défaut. Depuis tout petit, mes parents m'ont appris à goûter au raffinement. Par la suite, le raffinement s'est incrusté en moi. Là, on parle de transmission de valeurs, on parle de famille, on parle de partage. Et le raffinement ajouté à cela, c'est une belle signature. La majorité des souvenirs d'avec mes parents, je les ai partagés avec ces différents accessoires. Bonnets, bretelles, nœuds papillons, portefeuille, chaussettes et bien d'autres articles unisexes. Et même lorsque je regarde des photos de famille, d'anniversaires, de moments joyeux, le raffinement y est toujours. Des articles qui perdurent avec le temps, de par leur qualité et leur authenticité. Ces articles racontent nos vies et nos souvenirs. Avec AJ Socks, ce qui va être bien pour notre nouvelle génération, c'est qu'au-delà de pouvoir avoir des articles raffinés, nous allons aussi pouvoir goûter au raffinement. AJ Socks va vous faire vivre l'histoire. Les détails de chaque article ont été pensés pour une empreinte plus chaleureuse. AJ Socks, dites-moi, et si vous goûtiez au raffinement? Alors, juste après cette séquence, Laurent Gbagbo signifie sa baisse en régime, enfin, sa baisse en vigueur et tout, mais affirme sa lucidité. Il signifie qu'il n'a pas perdu sa lucidité depuis qu'il est en politique. Est-ce que la lucidité suffit-elle à rester sur le terrain, à rester en politique? Pour moi, oui. Normalement, hein, ça devrait. C'est parce qu'en Afrique, on veut tout résumer à la barbarie, à l'emprisonnement. Voilà. Sinon, étant homme politique, sa lucidité, pour moi, joue à 80%. Voilà. D'accord. Yann? En fait, le truc, c'est que il faut savoir, le rôle de l'homme politique que Laurent Gbagbo est en train d'incarner, c'est plus un homme qui est devant, qui a besoin de physique et de montrer. Parce que c'est ce dont on parlait. On ne prend pas de retraite en politique, mais je ne me mets même plus dans des postes de responsabilité. Et la lucidité est celui qui conseille le chef. Il a besoin d'être lucide. Et donc, la lucidité est de mise. Maintenant, discuter sur sa lucidité. Si le président Laurent Gbagbo a pu faire une interview, c'est qu'il est lucide. Et à lire l'interview, à entendre l'interview, il a été cohérent du début jusqu'à la fin. Et il est lucide dans son combat. Maintenant, est-ce qu'il a la lucidité de savoir si son combat de 90 est le même aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle manière de faire le combat puisque les nouvelles générations n'ont pas les mêmes manières de réagir que celles d'avant? Ça aussi, ça sera jugé. Sinon, le président Gbagbo le dit, il est lucide, on attend de voir. D'accord. Est-ce que le président Laurent Gbagbo transmet une idéologie ou une image selon toi? Waouh. Ça, c'est une question. L'image, déjà, ça, c'est un absolu. Laurent Gbagbo, l'image dans le commun des mortels, en fait, les Ivoiriens, Laurent Gbagbo, ils ont une image. Hein, ils vont parler aussi de son parcours. Après, une idéologie, je dirais oui. Laurent Gbagbo, c'est une idéologie. Pourquoi? Parce que c'est une façon de faire la politique. C'est un style de faire la politique. C'est une école. Le Front populaire ivoirien, du Front populaire ivoirien au PPACI, c'est une école. C'est une façon d'aborder aussi le sujet politique. Vous verrez une différence, en fait, entre les visions, par exemple, des partis. Je ne dirais même pas du RHDP, je vais peut-être dire du PDCI parce que le RHDP, j'ai pas de fond, j'ai pas de substance. Mais je dirais du PDCI. C'est deux écoles différentes. Vous prenez des personnes qui sont issues même de la JPDCI, vous prendrez des personnes qui sont issues de la JFPI, et puis vous avez aussi des cadres des deux côtés qui sont extrêmement brillants. Vous prenez Mamadou Koulibaly maintenant qui est leader, mais même Awadon Melo qui est sorti récemment du PPACI, il aurait une approche, une autre vision qui n'est pas forcément celle par exemple d'un Jean-Louis Billon sur la vision par exemple des modèles économiques, sur la vision de la considération par exemple des organisations de Bretton Woods, sur leur impact. Est-ce que leur impact est positif? Par rapport à Awadon Melo et Jean-Luc Billon, c'est deux visions qui sont complètement différentes. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a un analphabétisme en Côte d'Ivoire qui ne dit pas son nom. Et l'inculture politique fait qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une bonne partie de la population ivoirienne, en fait, pourra discuter
de l'idéologie de Laurent Gbagbo. Mais si les gens sont intéressés par la chose politique, bien évidemment, il y a pas mal d'éléments, d'accord, sur la vision de la pression fiscale, l'approche, par exemple, sur certains appels de marché, certains appels d'offres. Voilà, c'est complètement différent. D'autres sont plutôt dans une opacité. Sous Laurent Gbagbo, on est plus dans un style qui est plus ou moins en fait transparent. Voilà, il y a pas mal de choses qui les diffèrent. Maintenant, bien évidemment, le PDCIRD a eu le temps de déployer son armada sur plusieurs années. Laurent Gbagbo n'a pas eu à vraiment pratiquer sa politique. Parce que, comme mon ami Comenan disait, il n'a pas été lucide sur le coup de la défense. Donc, il était obligé de faire un patchwork, un mélange avec des ministres du RDR, des ministres du PDCIRDA, PIT. Donc, ils n'ont pas véritablement déroulé le tapis sur leur projet politique. Mais oui, Laurent Gbagbo, déjà sur le programme en 89, c'était un programme qui était complètement à l'opposé du PDCIRDA. Maintenant, il faut être véritablement quelqu'un qui s'intéresse à la politique pour dire, oui, idéologiquement, je mets Laurent Gbagbo là. Mais sinon, on a une population qui, malheureusement, est analphabète à plus de 40%. Donc, bon. Alors, on part tout de suite pour la prochaine séquence. Je suis désolé, j'ai encore bouffé la parole. Ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui. C'est un coup d'État. Alors, pour cette séquence, Laurent Gbagbo signifie qu'on assiste là à un putsch civil et il réitère encore ses propos en dénonçant le fait que le président Alassane Ouattara ne respecte pas la Constitution. Samuel, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Ah oui. Pour moi, attention si tu dois rentrer à Abidjan. Pour moi, le fait que M. Ouattara ne respecte pas la Constitution, il est là. Comme Steve Beko le dit, c'est factuel. Voilà. On part d'abord depuis 2010, candidat exceptionnel. Ok, on accepte. 2015, c'est un remake de l'exception. Donc, il est pleinement ivoirien, on accepte et tout et tout. Et donc là, ça fait 2 mandats. On nous dit qu'après un référendum, ça remet les compteurs à 0. Bizarrement, moi, je ne suis pas juriste. Moi, je le dis, je ne suis pas juriste. Mais lorsque des juristes, M. Bakongo va m'excuser, hein, mais il a dit qu'il est professeur de droit. Mais lui aussi avait dit que le président Ouattara, ou j'aime bien dire M. Ouattara, voilà, ne se représenterait pas pour un 3e mandat. Alors, j'ai envie de dire, si vous avez lu le Machiavel, il signifie qu'il faut user de ruse, en fait. Est-ce que là n'a pas été une ruse? Non. Le fait juste de vous faire comprendre que ça ne va pas aboutir à ceci, mais par derrière, on va jusqu'au bout pour obtenir cela. Moi, je suis désolé. Il ne faudrait pas qu'on frotte la politique à la malversation. Non, mais ça, c'est une politique aussi saine, en fait. La malhonnêteté n'est pas une... Non. En politique, on n'appelle pas ça de la malhonnêteté, on appelle ça de la ruse, si tu veux. D'accord. Si vous voulez donner des mots, ça, c'est de contorsion langagière. C'est comme ça que j'appelle. Voilà. Il a fait un 3e mandat. On a décrié. Malheureusement, il veut nous faire un 4e mandat. Pour moi, c'est clair. Pour moi, même, est-ce qu'on appelle ça putsch ou je sais pas? C'est une violation des textes. Voilà. D'accord, ça s'entend. Yann? En fait, moi, je vais parler du péché originel. Le péché originel de ce viol. Le 4e mandat, il est déjà passé pour moi parce que le 3e mandat, on s'est déjà battu contre ça.
Le problème vient du troisième mandat. Que nous, en tant qu'Ivoiriens, parce que nous adorons des personnes, nous vénérons des leaders, au lieu de vénérer ou d'aimer notre constitution, nous percevons nos leaders comme Dieu. Nous ne sommes pas mis ensemble. Et avec l'échec de nos politiques de l'opposition qui n'ont pas pu expliquer les enjeux de ne pas faire plus de 3 mandats, même pour notre pays, c'est-à-dire un des enjeux, empêcher des gens d'évoluer, garder la place, transformer l'État en sa personne, ça permet les détournements, ça permet de ne plus avoir d'idées novatrices pour le pays, ce qui fait stationner le pays, et on le voit avec la chute du PIB. Nous n'avons pas su, opposition, expliquer cela aux Ivoiriens, expliquer cela à tout le monde pour que le troisième mandat n'ait pas lieu. Maintenant, dit qu'il est en train de faire un coup d'État maintenant, civil, comme le coup d'État civil a été fait depuis 2020. Excuse-moi, je vais le rappeler que le PDCI était partie prenante. Est-ce qu'il m'a écouté? En 2016, lors des référendums. Et donc, lorsqu'on parle du troisième et du quatrième mandat, pour moi même, le PDCI doit s'asseoir et puis pleurer. Qu'est-ce que tu en dis? Vous savez, pour analyser nos lois, il y a les minutes au Parlement, c'est-à-dire les discussions qu'ils ont fait au Parlement, parce qu'il y a l'esprit littéral de la loi et les discussions qu'ils ont fait au Parlement sont là. Dans les discussions qu'ils ont fait au Parlement, le ministre Sansan Kambilé, quand il dit la phrase où il dit « je peux vous subodorer », mais le président ne sera pas candidat. Ça aussi, ça doit permettre aux gens d'analyser la loi en question. Et donc, selon ce qui nous a été proposé en tant que personne du PDCI, même si j'étais contre, hein, parce qu'avec une petite lecture, on se rendait compte que ça avait été déjà fait dans un espace pas loin de chez nous, avec qui nous partageons les mêmes lois sous la CEDEAO, et que ça aurait pu faire office de jurisprudence, comme au Burkina, comme au Sénégal et autres. Et comme Mamadou Koulibaly l'a dit, et beaucoup de personnes avaient mentionné cela, ils avaient été contre. Nous aussi, on a été contre ça, nous, jeunes du PDCI. Mais bon, il fallait suivre la discipline de parti, discipline que je n'ai pas suivie, que je ne suis pas jusqu'à aujourd'hui. Personnellement, j'ai été contre. D'accord. J'ai une question à 2 volets pour toi et tu pourras poursuivre. Vous pourrez renchérir si vous voulez. Alors, la première question, c'est est-ce que c'est pas un peu la faute de nos intellectuels, de l'intelligentsia ivoirienne, en fait, de ce fait, qui ont laissé passer cela? Je prends un exemple, Marcel Amontano, qui, sur un plateau de télévision, a signifié que le président Alassane Ouattara ne peut pas se représenter pour un troisième mandat en dépit de la constitution et du référendum qui a été soumis, et par la suite qui se dédie lui-même et qui signifie qu'il a été induit en erreur. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que le parti au pouvoir, sinon Alassane Ouattara, ne se maintient pas pour éviter de rendre des comptes après qu'ils ne seront plus aux affaires? Bon, alors, je vais répondre à ta première question concernant M. Marcel Amontano, mais j'aimerais juste dire quelque chose de très important en ce qui concerne cette affaire de troisième, quatrième mandat. Bon, considérons que le troisième mandat a été accepté. Doit-on accepter le quatrième mandat? Non. Il n'y a pas de logique. On a accepté le troisième mandat, donc il est logique qu'il y ait un quatrième mandat. Sortez-moi un test qui dit cela. Si le troisième mandat... Et ils vont te répondre que les compteurs sont remis à zéro. Absolument pas. Il n'y a pas de lien entre le troisième mandat et la remise à zéro des compteurs. Ce qui est dangereux. L'article 183, figurant dans la Constitution de juillet 2000, stipule clairement qu'un président ne peut que renouveler son mandat une fois, ce qui fait la totalité de 2 mandats. L'article 55 de la Constitution de 2016 indique pareil que la Constitution de 2000. Ce qui est intéressant, on ne parle pas d'accord du renouvellement des mandats. Absolument pas. La Constitution ne renouvelle pas, d'accord, certains principes existants dans la précédente Constitution. Alors, comment et ça lors se fait de que la campagne, la justice ivoirienne laisse passer ça, en fait? Effectivement, mais j'étais en train de venir. Lors de la campagne, notre très cher Comenan était contre. OK. Mais quand M. Mamadou Koulibaly disait « faites attention parce qu'Alassane Ouattara », il ne disait pas qu'Alassane Ouattara avait le droit. Voilà, en fait, c'est ça le superfuge. Il ne disait pas avec cette constitution, Alassane Ouattara a le droit de faire à nouveau d'autres mandats. Il disait qu'Alassane Ouattara allait ruser
Il a même fait une vidéo en 2020. Et là, on parle de ruse. Explicatif. Est-ce que là, c'est pas une stratégie politique vue par Machiavel? Alors, la stratégie politique vue par Machiavel, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, Ouattara, de façon vicieuse, d'accord, vicieux, utilise la justice. Mais c'est ce que dit Machiavel. Mais alors, pour arriver tout est possible dans la mesure où on arrive à ses fins. Mais il est arrivé à ses fins, il a rusé. Attention. Est-ce que c'est pas le politicien là, en fait? Attention, Machiavel écrit dans un contexte où la République n'existait pas. Fais attention, parce que le pouvoir que Ouattara incarne, normalement, est le pouvoir exécutif. À l'époque de Machiavel, on était absolu et tout puissant. On avait la même mise sur tous les pouvoirs. Dans notre réalité, c'est ce qu'on oublie en République, il y a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Heureusement que le Sénégal nous montre que c'est possible. Le Ghana nous montre que c'est possible. Donc, les Ivoiriens ne sont pas d'accord des Martiens pour ne pas que ce soit possible. Est-ce que tu es en train d'appeler à faire en sorte que la justice soit assez indépendante, de sorte à être une barrière à ce genre de... Tant que la justice ivoirienne n'est pas indépendante, on aura toujours les problèmes en Côte d'Ivoire. Et je dis bien, la justice n'est pas de l'ordre du collectif. Quand on nomme un président, par exemple, d'un conseil constitutionnel, c'est d'accord ce président du conseil constitutionnel qui doit donner le tempo. On a soit des couards, excusez-moi, c'est un peu fort comme mot, mais on a des personnes, en tout cas, qui n'ont pas eu le cran de pouvoir affronter. Je pense à Francis Vaudier. À un moment, quand c'était chaud, il s'est retiré. Il n'a pas voulu aller croiser le fer, parce que moralement, et par principe, c'est quelqu'un qui est un amoureux, et on sait que c'est quelqu'un qui est hyper diplômé. Il ne pouvait pas se tromper à partir d'un moment. Il s'est, hyper diplômé, si ça grince un peu les dents chez Koumena, mais c'est l'une des plus grosses têtes, en tout cas, l'une des plus grosses références en termes de droit. Quand on voit la présidente du Conseil constitutionnel, le procureur, qui vont dans le même sens en fait que le RHDP, pendant que tout le monde décrit en fait que c'est pas normal. Est-ce que... Oui, je donne un exemple qui est fou. Dis-nous. Tia Koné, président de la Cour suprême. Oui. Le PDCI sort une brochette de plusieurs candidats. 5 candidats. Bédier, il est à Paris, tout ça. Bon, on peut comprendre. On dit Bédier, ses examens ont été faits en France. On le met out de côté. T'as Bombay, t'as Lamine Fadiga, je sais plus, t'as combien de personnes. Eux tous, on dit out. Wassenan, tout ça. Président Ouattara dit non, prévalence de nationalité. On peut comprendre. OK ? Le 28 octobre 2000, Alassane Ouattara fait une interview. J'aime bien revenir tout le temps sur ce truc-là. Et il dit Laurent Gbagbo est élu, mais Laurent Gbagbo n'est pas président. C'est un président de fait. La décision de la Cour suprême est une décision qui est inique. Et lui, il ne reconnaît pas. On lui pose la question, pourquoi ? Il dit non, 2/5 de l'électorat n'a pas été représenté dans ces élections. Donc pour lui, Laurent Gbagbo est un président de fait. Et je demande implicitement la reprise des élections. On est à 37%. Voilà. C'est quand même fou qu'ils le disent. Aujourd'hui, si on dit « Ah non, tu appelles une insurrection populaire, t'es dangereux », lui, il l'a fait. Mais ce qui me choque, en 2012, le même Tia Koné, Rebelote, il revient, il dit « Il s'est trompé ». Vous attendez quoi à cette justice où des gens donnent des décisions, ils n'assument pas? Alors, on l'entend. Et ça nous fait en même temps un point de chute. On vient d'entendre en fait des dernières news. On a le média Abidjan.net qui a divulgué des votes, des résultats aux élections qui vont se dérouler normalement demain. C'est-à-dire que toi et moi, on n'a pas voté, mais d'office, on sait déjà qui a gagné avec des calculs, avec des chiffres en fait. Vous avez eu 1%. Quelles sont vos appréciations? Dans le même temps, Abidjan.net fait un communiqué signifiant une erreur d'affichage en fait. Bon, moi, je vais me prononcer. Quoique, demain, j'irai voter mon candidat. Voilà. Mais je vais me prononcer sur ça. Je disais tout à l'heure que M. Ouattara a une manière de fonctionner. Voilà. Ce que Abidjan.net a fait n'est pas fortuit. C'est une manière de peser la réaction des Ivoiriens. Et ça, c'est ton analyse? Pour moi, ça, c'est ça. Parce que de toutes les manières, on a fait des programmes avec du pain. On avait augmenté la farine. Ça fuitait. Tout le monde s'est plaint. Le lendemain, on nous sera communiqué. Non, c'est fait ci, c'est fait ça. Non, c'est comme ça. C'est une manière de procéder de l'équipe du RHGP et du gouvernement de M. Ouattara. Voilà. Ouf, comment? Je vais préférer ne pas m'exprimer dessus. Ouais, mais... Tu dis merci, même c'est tout. Mais bon, je ne sais pas d'où ça vient en fait. J'ai pas vu la source d'Abidjan. La source qui a été mentionnée, donnée de la CEI. Ouais, je sais. La source qui a été mentionnée, donnée de la CEI. Je ne sais pas comment la CEI a fait avant les élections, avant qu'on ait voté pour avoir les résultats.
Mais il y a un problème là. Il y a un problème, c'est que les Ivoiriens ne font déjà pas confiance en leurs institutions et ils ne feront plus confiance en la CEI demain. Et ça, c'est un problème de l'exécutif. C'est un problème d'organisation d'une commission, pas de l'exécutif, de la commission électorale qui est censée être indépendante. Elle doit chercher à mettre devant tout le monde les véritables coupables et nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Ce ne sont pas des intentions de vote. On ne va pas prendre 1 million de personnes pour voter, pour faire des intentions de vote. Mais on a 1 957. Peut-être que c'est sur les parrainages. Je ne pense pas qu'il y ait eu autant de parrainages. C'est sur les parrainages des intentions de vote qu'ils l'ont fait. Mais sorti aujourd'hui, vendredi, je pense, avant les élections, ça influence déjà les débats électoraux et ça influence les électeurs. Et comme l'homme a peur d'avoir tort seul, avoir raison seul, mais préfère avoir tort en groupe, ça va motiver les gens à aller voter pour M. Alassane Ouattara, excusez-moi. Et donc, voilà. Le Dramane te pose problème. Ça pose problème même au président. Mais son sigle, en fait, c'est ADO, Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi tu veux retirer le D? Moi, je m'appelle Paul Yann Cédric. Souvent, on m'appelle Paul, souvent, on m'appelle Yann. Si je dis je veux plus que tu m'appelles Yann, tu m'appelleras autrement. Le monsieur, il a dit qu'il ne voulait plus qu'on l'appelle comme ça parce que c'était le nom de son grand-père. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que ces résultats qui ont fuité décrédibilisent pas un peu le jeu politique en ce moment? D'autant plus qu'on a Tidiane Thiam, on a Laurent Gbagbo, on a toute la classe politique en fait qui dénonce en fait ces élections-là. Le jeu politique même les décrédibilisé parce que malheureusement pour le scrutin, je vais aller très rapidement en fait, est-ce qu'on a eu un scrutin qui était normal? Utiliser les moyens de l'État par exemple pour faire une campagne, introduire en fait... Même pas de voiture d'État, l'hélicoptère de commandement a été utilisé à Bandoukou. Et par la suite, tous les relayeurs sur les réseaux, Seriftal et autres, ils ont publié, ils ont effacé automatiquement. On a un magistrat, M. Alou Boigny, à qui je fais un coucou, mais qui fait partie de l'équipe aussi de M. Ouattara. Un magistrat ne peut pas faire de la politique en Côte d'Ivoire. On a aussi les PCA, des structures en fait, d'État public, qui font un don de 100 millions. On a le secteur privé qui donne 150 millions. On a Ouattara lui-même, en tant que candidat, qui offre 100 millions aux chefs et rois traditionnels. Je peux vous citer, il y a tellement de choses. Mais... Donc, je ne suis pas choqué. La RLE, 27 milliards. Où sont passés les 27 milliards? J'en parle tout le temps. Où est passé le pognon des Ivoiriens? Or, à l'époque, 18 milliards a été même aussi un précédent qui a fait chuter un certain régime. Est-ce qu'on est dans une certaine utopie de se dire qu'en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, on a réinventé la politique à notre sauce? Moi, je dis une chose. La politique, ça existe partout. C'est comme les systèmes économiques. Toute culture, tout peut passer à politique. Et je pense qu'un des problèmes, même, c'est qu'on ne fait pas la politique à notre manière. Au départ, en off, on était en train de parler de gauche et droite. Je remarquais qu'on avait des conceptions de gauche et droite venues de la France. Je vais prendre un exemple, par exemple. Un exemple pour qu'on se comprenne. Aux États-Unis, Trump est de droite. On parle des républicains, on parle des démocrates. Trump est de droite et les libéraux sont de gauche. En France, les libéraux sont de droite. En Chine, le Parti communiste est de droite et le Parti libéral est de gauche. La gauche, c'est ceux qui apportent le changement. Donc, il faut même qu'on revoie un peu notre manière de faire de la politique. Et puis, on n'est pas obligé de suivre des gens. Donc, pour revenir à la question, c'est que on est en train de faire de la politique à l'ivoirienne selon ce que les populations comprennent et selon ce qu'elles veulent. Ça va avec ça, c'est de pair avec la pensée que tous ceux qui ont un haut QI sont forcément des bons dirigeants. Ça va de pair avec le fait qu'on fasse le culte de la personnalité. Mais ça, c'est le caractère politique ivoirien. Il faut éduquer la population pour qu'on en sorte. Ça prendra du temps, mais on y arrivera. D'accord. Samuel? Non, bon, je rebondis sur ce qu'il a dit. Hein. Et moi, c'est mon problème avec le PPACI. Voilà. C'est-à-dire que on a mis Laurent Gbagbo et on a oublié les idéologies, l'idéologie, les idéaux ou le programme qui nous a envoyé là. Aujourd'hui, tout le monde est figé sur la marque Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui crée tout ce problème-là. Est-ce que tu veux faire allusion à Wadon Melo? Pas uniquement à Wadon Melo, parce que lui, c'est le dernier de cette troupe-là. Parce qu'on a eu Afin Guessan, on a eu Simone Gbagbo, et aujourd'hui, Wadon Melo. Et donc, pour moi, comme il a dit, c'est
une éducation. C'est-à-dire, on dit aux gens aujourd'hui, ce monsieur-là, il est venu, il a proposé quelque chose. Mais on ne doit pas suivre sa personne, on doit suivre ce qu'il a proposé quand on sait que c'est bon pour nous. Et donc, lorsque cette personne est dans l'incapacité de compétir, est dans l'incapacité d'atteindre cet objectif-là, il faudrait qu'on trouve des remplaçants qui pourront continuer cette lutte-là. Et malheureusement, moi, ça me fait mal. Hein. Quoi qu'on dise, ça me fait mal. Parce que aujourd'hui, je ne veux pas me faire le défaitiste, mais Ouattara, il passe encore, quoi. Ça, c'est clair pour moi. Est-ce que déjà, vous, Voilà. à votre âge, vous êtes découragé de ce qui se passe Non, pas au niveau découragé. de la politique Non, en pas ce moment? découragé. Ou vous vous dites, on a une étape, on a un moment, après ça, il y aura des jours glorieux. Moi, non, parce que je pense que la médiocrité aujourd'hui est un caractère ivoirien. Hein. Donc, c'est même pas lié à l'âge. Je pense qu'aujourd'hui, la médiocrité, il y a pas mal de médiocres aussi au sein de la jeunesse. La Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Moi, je ne crois pas au miracle, mais je pense qu'il faudra avoir une ossature, une équipe qui fera fi de pas mal de mauvaises pratiques. Et ça, je peux vous le dire, je peux vous le garantir, c'est l'ensemble des partis politiques qui combattront en fait contre ces personnes. Hein. D'accord. Alors, on n'a pas assez l'ensemble de des temps. partis politiques. On n'a pas assez de temps. Hier, tu as eu une interview avec Tidiane Thiam. Est-ce que, en un mot, vous pouvez décrire en fait l'interview de Nsan Ato-Blanc avec Tidiane Thiam? Je vais commencer par Yann. Ah ouais, ils sont été bien sur le plateau. J'ai pas suivi l'interview en complet. J'ai eu certaines bribes qui m'ont parlé à moi. Bon, j'ai vu que le président Tidiane Thiam est venu répondre à ce qu'il avait dit et qui avait été mal entendu et mal compris par les populations ivoiriennes. Mais bon. Certains sous-entendent qu'il est assez dépressif ou il passe par un moment de dépression. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, wow. Bon, il y a des faits qui peuvent l'expliquer dans sa vie privée, dans sa carrière, mais bon, j'ai pas encore... Dans sa vie privée, c'est-à-dire? Dans sa vie privée, des choses qui sont arrivées parce que c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps et tout. Il y a beaucoup de faits et plus on est haut comme lui, plus on est exposé à ce genre de choses. Mais bon, j'ai pas encore eu accès à son dossier psychologique, donc je peux pas me prononcer. Je pense que je peux rien dire à ce sujet. D'accord, Sam? Non. Concernant Nsan, ça c'est... Aujourd'hui, tout le monde sait. Hein. C'est une personne que moi j'ai connue depuis 2019-2020, voilà, sur Facebook. Et donc pour moi, ça ne m'a pas surpris. Toujours poignant. Voilà, direct. Il y avait M. Norbert Navarro qui, lui, essayait de pousser les mots pour M. Thiam, mais bon. D'accord. Voilà. Nsan, si tu devais résumer en fait l'interview avec Tidiane Thiam, qu'est-ce que tu dirais principalement? Je dirais trouble par rapport à la situation actuelle. Trouble par rapport à la situation actuelle, par rapport au parti qu'il dirige, par rapport à l'adversaire. Ténacité. Plus qu'on ne le pense, beaucoup pensent en fait qu'il risquerait facilement de jeter l'éponge si Ouattara passe et s'il y a des décisions qui se prennent derrière. Et puis humainement, je dirais c'est quelqu'un qui... humainement, hein, je veux parler de humainement, je veux de la personne sur des sujets, d'économie, sur des sujets de littérature et autres. Il y a un volet de cette personne à découvrir parce que j'ai eu à échanger en off avec lui sur certains éléments, oui, et je peux dire qu'il est brillant. D'accord, Voilà. c'est noté. Et c'est sur ces mots qu'on va prendre congé de vous. Merci bien, c'était un plaisir d'être en votre compagnie. Vous avez suivi l'Agora Moderne, l'espace où les idées façonnent l'avenir. Merci à Sabri en off, en back-off. Et bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Mais tu as quel problème tu veux me mettre?